Bonjour. Alors, puisqu'on parle de littérature hyper contemporaine, enfin, d'une contemporanité totale, je vais aborder à présent les genres de l'imaginaire. Alors, comment les introduire? Donc, les genres de l'imaginaire, quels sont-ils? Vous pouvez me répondre déjà à cette question. Il y a un certain nombre de genres qui constituent ce qu'on appelle les genres de l'imaginaire. Et la question, ça va être de savoir quels sont ces genres de l'imaginaire. Donc, comme d'habitude, avec les questions, vous répondez en quelques lignes, hein, ce n'est pas la peine d'écrire un roman. Les questions, j'ai presque fini, et le cours d'introduction aussi. Nos séances seront ensuite consacrées à la mise en œuvre de soit de permanence pour travailler tel ou tel point, etc., soit de présentation orale sur votre pratique de lectoris, d'auditoris, de qui sait, éditoris, correctoris, tous les métiers qui sont liés à la chaîne du livre et dont je sais que vous les pratiquez parfois avec des outils beaucoup plus modernes que ceux auxquels je pourrais penser, avec des systèmes de communauté. Bon, tout ça constitue, à proprement parler, la vraie littérature vivante. Alors, je ne parlerai pas du tout de la littérature internationale, c'est peut-être une lacune, mais elle nous vient en général traduite. Elle a été, disons, préfiltrée par des systèmes qui ne sont pas les nôtres, je ne sais pas, les USA, etc. Alors, elle constitue tout un pan de la littérature contemporaine qui peut intéresser énormément. Et donc, si vous voulez, on l'abordera à un moment ou à un autre dans les TD. Mais pour l'instant, j'essaie de finir, disons, cette espèce de petit parcours qui s'achève sur la vitalité contemporaine des littératures d'imaginaire et plus particulièrement de la fantaisie. Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du genre qui m'intéresse particulièrement. Alors, vous avez ici des vœux sur Facebook de Stéphanie Nico. Qui est Stéphanie Nico? C'est la directrice du festival Les Imaginales qui a lieu tous les ans à Épinal. Et vous avez ici, par exemple, en 2021, ce sera du 27 au 30 mai. Vous voyez, on est dans l'actualité la plus brillante, pardon, pas la plus brillante, oui, la plus brillante aussi, mais disons la plus brûlante. Et vous voyez ici à la fois une photo en guise de carte de vœux de ce joli lieu dans lequel a lieu le Festival d'Épinal, un des jolis lieux, et un espoir pour ce type de littérature qui a longtemps été méprisée, etc. Alors elle commence par l'idée qu'il faut regarder l'avenir, suit un paragraphe sur le Covid et sa gestion désastreuse, le discours sur l'inutilité des masques, le fait qu'on a sous-estimé la pandémie, et puis ensuite les mensonges des uns et des autres, etc. Et évidemment le rôle des médias, véritable chien de garde du pouvoir, donc bon, bullshit comme disent nos amis américains. Alors pour la fantaisie, la SF et le fantastique, le bilan est plus nuancé. Même si dans notre secteur, les conséquences du pénible confinement et du grotesque couvre-feu ont été sévères. Elle a tout à fait raison, hein, ça n'a aucun sens. Donc l'annulation générale des festivals, c'est là que ça commence à m'intéresser. Fermeture des librairies, quasi-disparition des conférences, formations et signatures qui contribuent à faire vivre les acteurs de la chaîne du livre, report ou suppression d'anthologies et de publications diverses. Alors après, j'en viendrai à la dernière phrase après, mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit bien à travers tout cela ce qui fait le monde de la littérature de l'imaginaire et qui n'a rien à voir avec le monde de la littérature blanche ou générale ou normale, ou enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ça m'a frappé personnellement, parce que j'ai dit que je parlais de mon expérience personnelle, quand ayant été placé pour signer un bouquin au milieu, non pas des gens de la fantaisie, de la SF, etc., mais avec des gens de littérature blanche, j'ai été frappé par le rapport que ces gens entretenaient avec leurs lectrices, principalement d'ailleurs des lectrices.
on avait une posture avec moi le mec, le super auteur, le grand génie, un être plein de lui-même fait un joli petit paquet, hein, disait Alphonse Allais. Bon, c'était tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire des gens très, très enflés d'une enflure voulue par naturellement toute la chaîne derrière dont il est question là, la chaîne du livre, les éditeurs, les gens qui donnent les prix, etc. Bon, et en face, on avait la fan, l'espèce d'image de la fan qui n'était rien d'autre qu'une fan qui disait au moins, vous savez, monsieur, je ne suis qu'une fan. Enfin, vraiment, le syndrome groupie du pianiste, si je puis dire. C'est peut-être la référence est peut-être un peu ancienne pour vous. Les chefs-d'œuvre de Michel Berger sont peut-être un peu oubliés à l'heure actuelle, quoique j'en doute, hein. Mais bon, toujours est-il qu'on avait cette espèce de rapport extrêmement violent entre l'auteur plein de lui-même et disons, les lectrices, hein, qui ne se définissaient que comme lectrices énamourées, suivant des postures de genre prédéterminées, tout à fait typiques, si on peut dire. Est-ce que c'est comme ça en science-fiction? Eh bien, pas du tout. En science-fiction et fantasy et fantastique et tout ça. Non, non, non. On a l'impression justement dans les festivals qui n'ont rien à voir avec les salons. En fait, ce n'est pas des salons du livre, c'est des festivals. Tout le monde fait tout. Les gens sont multicasquettes. C'est-à-dire qu'en face de vous, si par exemple vous êtes en position d'auteur ou d'autrice, en face de vous, c'est pas seulement une lectrice qui va arriver, c'est une lectrice qui également est responsable d'une anthologie, qui également écrit des livres sur Wattpad, évidemment a une communauté de fans, a retravaillé tel bouquin parce que les fans ont dit que ça n'allait pas. Les fans sont également des gens qui écrivent, c'est-à-dire on retrouve une espèce de figure du maillage. Alors, les gens qui sont auteurs ou autrices sont souvent aussi, ont d'autres fonctions. Par exemple, si un jour je suis autrice d'une nouvelle, le lendemain je suis préparatrice de copie, vous voyez ce que ça veut dire, hein, correctrice, je peux même mettre en page des documents sur InDesign, hein, c'est la base du métier, hein, de toute façon, pour publier soi-même. Et moi, j'ai une pratique où j'édite tantôt moi-même, tantôt chez un éditeur, ou plutôt, je dois avouer, soyons précises, chez une éditrice. Et ma foi, ce système dans lequel vous n'avez pas en face quelqu'un qui serait uniquement une fan énamourée, mais quelqu'un qui a également une pratique de la littérature, ça ajoute quelque chose qu'il n'y a pas dans les salons du livre où les rôles sont à ce point prédéterminés. Donc, disons que dans les festivals de science-fiction, enfin, les festivals de littérature de l'imaginaire, si vous voulez vraiment découvrir la littérature de l'imaginaire, il faut aller dans les festivals. Alors, c'est pour ça que le bilan dont parle ici Stéphanie Neco, directrice de festival, parle de l'annulation générale des festivals. Effectivement, l'année de quelqu'un qui pratique le milieu de la littérature de l'imaginaire en France, j'ai envie de dire, on va de festival en festival, mais c'est vrai que ce sont des rendez-vous essentiels. Donc les Imaginales à Épinal au mois de mai, avant c'était juin, c'était pas un peu, bon là c'est en mai. Les Utopiales au moment des vacances des enfants en novembre, enfin fin octobre, début novembre. Il y a aussi un festival à Lyon, il y a le festival de Sèvres, le, le, le festival de l'imaginaire à Sèvres, les rencontres de l'imaginaire organisées par Jean-Luc Rivera. Il y a tout ça, il y a des tas de festivals, il y en a plein, là j'en cite que quelques-uns, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'organise, enfin disons que le rapport à la littérature s'organise à la fois sur ses fonctions multicasquettes où tout le monde fait tout, où tout le monde est à la fois directrice d'anthologie, responsable d'une organisation d'un festival. Il y a un nouveau festival d'ailleurs qui s'appelle Fantastic Queer, dans l'Est également, vers Strasbourg ou à Strasbourg, organisé par Célia Deina. Bon, bref, toujours est-il que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on n'a pas ce rapport bilatéral marqué par le genre, mais on a un brassage beaucoup plus continu et beaucoup plus efficace. Alors, ça n'empêche pas l'érection, c'est le cas de le dire, de statuts de stars masculines qui correspondent là encore à un poncif de la culture, à une façon de s'organiser à laquelle on réfléchit même plus tellement elle est courante, qui consiste à prendre un mâle blanc
bien posé, enfin, vous voyez, bien propre sur lui, si possible un peu années 50 comme style, disons, voilà, et qui constitue le grand homme, le génie, enfin, on retrouve toutes les postures, l'homme supérieur, etc. Alors, on peut se demander pourquoi c'est encore comme ça, même en science-fiction, pourquoi dans ces domaines de l'imaginaire, il y a encore ça, cette espèce de scorie issue du star system qui n'appartient pas du tout normalement à l'univers dont il est question. Moi, je pense que c'est plus ou moins pour copier la littérature générale, mais un peu moumou, vous voyez, c'est pas, personne n'est très convaincu, ni d'ailleurs les mâles blancs en question eux-mêmes, qui sont en général de charmants garçons, pas du tout dupes du système. Hein. Faut bien voir ça. Donc, on n'a pas du tout cette enflure typique de l'homme plein de lui-même qui fait un joli petit paquet qu'on peut avoir du côté des émissions littéraires traditionnelles. Vous avez l'écrivain, la posture de l'écrivain. À noter d'ailleurs la photographie, hein, on ne photographie pas du tout de la même façon. Je vous ai déjà dit ça, je vous ai déjà dit, oui, les femmes et les hommes. Hein. Les femmes sont mises en avant pour leur sexualité, leurs beaux cheveux, tout ce que vous voulez. Et ça, je parle en littérature blanche. Et les hommes ont un air pénétré et profond, avec des ombres dures, en général des photos en noir et blanc. Bon, mais tout ça, c'est photographié en majorité par des hommes. La photo ici, elle n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas du tout le côté photo professionnel. Alors, c'est ça aussi qui est chouette en imaginaire. Il n'y a pas de photo professionnelle. Et je me souviens là encore avoir dû donner une photo pour un truc où il y avait deux autrices qui étaient des autrices, disons, de blanches. Et toutes les deux avaient des photos professionnelles, retouchées, avec des cheveux qui volaient dans tous les sens et tout. Et moi, j'ai fait ce que j'avais pu sur fond blanc, mais bon, ça ne s'invente pas, hein, l'art du photographe. Donc, en fait, vous voyez, c'est très particulier, disons, comme façon de faire par rapport à la littérature blanche. Donc ça, c'est, je vous parle là presque d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire ces rencontres pour la fantaisie, la SF, le fantastique, l'annulation générale des festivals, bien sûr la fermeture des librairies, y compris les librairies de festival, parce que chaque festival génère sa librairie. Et quand vous êtes aux Utopiales de Nantes, vous avez le long d'un mur, sur des mètres carrés et des mètres carrés, la plus grande librairie de littérature de l'imaginaire de France. Elle durera le temps du festival, mais vous avez même, il y a un envoyé, un libraire qui est envoyé du Québec, enfin qui est envoyé par les éditions à lire. Et c'est l'occasion de se procurer des livres québécois qu'on a un mal fou sinon à se procurer. Parce que si par exemple vous voulez acheter le dernier bouquin d'Ariane Gélina, qui est une autrice canadienne qui habite à Trois-Rivières et qui publie des romans de fantasy, eh ben, les frais de port sont 4 fois le prix du bouquin. Donc, vous voyez, la librairie, elle a ceci d'exceptionnel que vous avez tous les livres que vous pouvez imaginer, les anciens, les modernes, les anciens, et ceux dont parle d'ailleurs Stéphanie Nico quand elle dit les raisons pour lesquelles des livres qui autrefois nous ont enchantés ont si mal vieilli. Oui, il y a ça aussi hein, dans ces librairies de festivals. Alors du coup, fermeture des librairies, quasi-disparition des conférences, formations et signatures. Alors là aussi, ce qui est frappant, c'est qu'on parle de la vie de la littérature à travers la vie des gens, alors les conférences, les formations, les signatures, c'est-à-dire tout ce qui contribue à faire vivre les acteurs de la chaîne du livre. En effet, dans les festivals, tous les métiers, enfin comment dire, les libraires par exemple, c'est extrêmement important, c'est vraiment le rouage essentiel du festival. Et je me rappelle qu'une année, l'éditrice m'ayant lâché, j'avais pas de libraire, et Mireille Rivalan, qui s'occupe des éditions La Talente, m'a aidé et m'a prêté son libraire, Gabriel, que je remercie pour son travail, et qui a placé le bouquin. Donc, vous voyez, il y a toute une chaîne comme ça qui se passe autour du livre, autour de ces genres-là, autour des lectoristes passionnés, et qui sont toujours engagés. Et c'est vrai que je vous engage à ça. Quand on est littéraire, il ne s'agit pas seulement de faire des études littéraires, ni même de lire des livres. C'est déjà bien, c'est un beau début. Hein. Mais je pense qu'il faut commencer à s'engager dans le domaine du livre, le domaine contemporain du livre. Alors, ça peut commencer, disons, en allant à des festivals,
mais ça peut aussi continuer en travaillant, en créant des anthologies, en les publiant, en réfléchissant soi-même sur les moyens qu'on peut avoir de publier des ouvrages. Quels moyens a-t-on personnellement? Comment faire un travail d'édition soi-même? Comment apprendre dans ce domaine-là, l'auto-édition, qui est quelque chose qui se développe extrêmement, alors qu'il y a ces scories, hein, il y a des gens qui sont incapables de relire leurs bouquins et qui produisent des choses lamentables et honteuses. Et au milieu de tout ça, vous avez des livres exceptionnels qui n'ont pas été édités par des éditeurs patentés pour diverses raisons. D'abord parce que dans ce domaine-là, la frontière entre la littérature patentée et la littérature non patentée, si je veux dire, n'est pas si forte. C'est-à-dire, il y a des maisons d'édition très marginales, qui se disent maisons d'édition, mais qui sont à la limite de l'édition, disons, pas à compte d'auteur, mais bon, on est parfois dans des frontières extrêmement fines entre les différentes activités. Il n'y a pas le côté être édité slash ne pas être édité qu'on peut avoir en littérature blanche, où effectivement, ils ont souvent une politique d'édition des premiers romans où il n'y aura jamais de deuxième. Donc, ils prennent un premier roman, ils le retapent de fond en comble, aux grandes dames de l'auteur qui souffre de voir réécrire sa prose en général et qui ne supporte pas, parce que si c'est de la fiction, il y a l'idée que personne n'a le droit de relire. Et c'est faux, hein, c'est absolument faux, bien évidemment. Mais bon, il y a des gens qui croient ça. Du coup, on publie leur premier roman et ensuite, on n'entend plus parler parce que le premier roman n'a pas eu de succès. Si en revanche, il en a, c'est comme s'ils avaient attrapé un gros poisson, les éditeurs, et ils sont très contents. Et du coup, ils poussent le poulain ou la pouliche à faire d'autres romans en espérant que le succès se perpétue. Alors, donc, c'est ça ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'il y a vraiment deux logiques dans ces deux façons. C'est pas seulement l'imaginaire contre la blanche, c'est plus que ça. Il y a deux logiques en jeu. Une logique où on est dans une espèce euh, d'opposition signifiante à longueur de temps, c'est-à-dire on est auteur ou non auteur, on est publié ou non publié, on est fan ou on est grand homme, et chacun à sa place et pas de mélange, hein, le libraire et le libraire, et qui ne s'avise pas d'être également directeur de festival. La directrice de festival, d'ailleurs, ce n'est pas des festivals, c'est des salons du livre, s'occupe uniquement de cet aspect-là et ne fait pas autre chose. Et vous voyez, on est dans un monde très compartimenté, basé sur le star system classique, qui est celui du capitalisme actuel et du patriarcat qui va avec. Donc le capitalisme patriarcal, hein, dont parle, je vous l'ai dit 100 fois, Silvia Federici dans les bouquins qu'elle a écrits et que je vous conseille vraiment de lire. Donc, on n'est pas du tout dans le même système du côté de la littérature de l'imaginaire. D'abord, les gains sont infiniment plus faibles pour la plupart des gens. Enfin, c'est plus réparti. Vous voyez, comme il y a beaucoup de personnes qui sont qu'auto-éditent ou qui font des anthologies un peu à leurs frais ou des choses comme ça. Bon, du coup, on a moins le côté financier dans la balance, ce qui peut extrêmement jouer en blanche. En revanche, quand quelqu'un commence à monter, vous voyez, je ne sais pas, Houellebecq, l'exemple typique, hein, le pauvre ch'ti qui allait à Monoprix en se mouchant et qui a décidé de faire de cette posture une posture en rajoutant une dose d'érotisme sordide et pervers et un peu moins de shampoing sur les trois cheveux qui lui restent sur la tête. Enfin, vous voyez donc comment finalement on se crée un personnage et quand ça commence à marcher, alors au début ça ne marchait pas, et puis après ça s'est mis à marcher et ensuite c'est les millions qui tombent. Alors que je ne pense pas qu'il y ait le même phénomène du côté de la littérature de l'imaginaire, parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, hein. Et il est pas, on n'est pas du tout dans la même valorisation. C'est ça aussi qui est très, très important, que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a vraiment une valorisation extrêmement importante de la littérature blanche, qui est prestigieuse, qu'on offre, etc. Et la littérature de l'imaginaire, ce n'est pas du tout le cas, c'est une littérature de plaisir, etc. Alors c'est sûr que quand Mireille Rivalan et son mari ont fondé leur maison, leur édition La Talente, appelée comme ça à cause du film, hein, La Talente, ce très très vieux film où vous voyez une péniche. Donc c'était La Talente, c'était comme un bateau qui partait comme ça vers l'aventure, hein, c'était ça la métaphore. Donc quand ces deux-là ont fondé leur maison,
il était clair que ce qu'elle voulait, c'était de la littérature patiente, quelque chose de la littérature que les gens lisent vraiment. Ça apparaît très nettement dans les premières professions, une fois, si on peut dire, de la Maison de la Talente. Écrire des livres qui font plaisir aux gens, que les gens ont envie de lire, et pas des livres que les gens se sentent obligés de lire ou de ne pas lire d'ailleurs, obligés d'avoir dans la bibliothèque jusqu'au moment où un lit devient un peu bancal et où on s'en sert pour caler le pied manquant. Bon, ça, c'est une possibilité. Mais du coup, ce lancement des éditions La Talente, j'ai eu l'honneur d'être publié dans cette maison. J'ai écrit La Vestale du Calix, qui était une sorte de roman queer avant la lettre. Il aurait mieux fait d'attendre 10 ans pour être publié. Ce roman-là, il aurait eu plus de succès, c'est sûr, parce que forcément, c'était un peu tôt, disons en 2010, pour publier des trucs queer. C'était pas encore tout à fait la mouvance, c'était pas encore affirmé, non plus d'ailleurs que le féminisme. Ça a été très très rapide. Alors justement, ça aussi c'est intéressant. Quand je suis arrivée en 2011 au premier festival des Utopiales, invitée par Mireille Rivalan, mon éditrice, j'ai été extrêmement choquée du fait que tous les prix allaient à des mecs qui avaient que des mecs, enfin que c'était la grande mec partie, quoi, sans aucun élément autre. C'était les mecs entre eux, quoi. On aurait dit, je sais pas, les poppies ou les petits chanteurs à la croix de bois, quoi. Les filles dehors, quoi, ou tout juste bonnes à être sur un banc et à jouer les groupies. Enfin, toujours la même histoire. Et c'était curieux parce que personne semblait s'en apercevoir. Et puis peu à peu, la crème caramel a pris, si je veux dire, c'est-à-dire les gens se sont rendus compte de ça très, très rapidement. En quelques années, c'était fini. C'est-à-dire que l'équilibre avait été restauré, le mot autrice avait été généralisé et on en était à réfléchir à une charte un peu, où on en est actuellement d'ailleurs à réfléchir. Mais c'est déjà énorme pour un pays comme la France hein, de réfléchir à une charte par rapport aux minorités, aux personnes minorisées et aux discriminations. Je me demande si ce n'est pas le seul domaine dans lequel on commence vraiment à réfléchir là-dessus, la littérature de l'imaginaire, où il y a une telle avancée. Je ne dis pas que tout est parfait, il reste encore des mâles blancs morts partout, ça on est bien d'accord. Enfin, j'ai rien contre tous les mâles, hein. Je ne suis pas comme Brigitte Fontaine, tous les mâles qu'on les empale. Vous savez, cette chanson est super marrante, hein, indépendamment de tout ça. Mais bon, là, ce n'est pas ça l'idée, c'est vraiment, comment dire, le masculinisme un peu invisible qui s'est complètement envolé. Et c'est une prise de conscience qui a été faite. Alors après, les réalisations, il y a toujours peut-être des petites choses qui restent du point de vue un petit peu tradit, patriarcal, mais bon, on est beaucoup moins atteint, si j'ose dire, par cet épouvantable virus-là que dans d'autres domaines. Et on a justement un fonctionnement, peut-être parce qu'il y a un fonctionnement qui est complètement différent, multicasquette, et aussi ça me paraît très important parce qu'il y a le fait que ce n'est pas reconnu, que ce n'est pas considéré comme de la grande littérature et que du coup les enjeux sont vraiment le partage du plaisir de lire et pas tellement le but de faire fortune ou d'écraser les autres sous une pseudo-supériorité. Bon, ceci dit, ce que dit Stéphanie Nico en tant que directrice de festival ici, c'est que tout ça, ça a disparu pendant le Covid, hein, disparition des conférences, formation et signature, et report ou suppression d'anthologies et de publications diverses. Effectivement, par exemple, cette année, là, nous sommes en janvier, normalement s'ouvre en janvier la réception des manuscrits à la Talente, pour prendre cet exemple, que je connais bien parce que c'est mon éditrice du passé. Mais d'un autre côté, là, elle a fermé, c'est-à-dire que Mireille Rivalan n'a pas rouvert cette année n'a pas rouvert cette année excusez-moi, le chien aboie, du coup, je suis déconcentrée. Oui, je voulais dire qu'elle n'a pas, elle n'a pas ouvert la réception des manuscrits. Vous aviez parfaitement compris. Voilà. Alors, du coup, la chaîne du livre est cassée pour l'instant. Et puis, elle ajoute autre chose, et rendez-vous professionnels reportés ou annulés, effectivement, ou la disparition des petites choses qui font d'ordinaire le sel de la vie, bar, restaurant, dîner entre amis, cinéma, musée, concert, vacances. Effectivement, quand on y pense, c'est hallucinant. Même pendant la guerre de 40, enfin, je veux dire, il y avait des théâtres, enfin, les théâtres étaient ouverts. Vous voyez, on nous fait vivre des choses absolument abominables et il s'agit de résister, de regarder vers l'avenir et c'est pour ça qu'elle parle ensuite de ses projets.
Je vous parlerai du vrai rose des sensitivity, alors c'est ma sensitivity readers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bêta-lecteurs, des gens qui relisent les manuscrits, en soulignant là encore le rapport aux discriminations, le jeu des clichés, dans l'idée de faire une fiction plus intéressante, plus brillante, moins limitée par comment dire, le ronron insupportable du patriarcat ambiant. Là, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, du bon usage de l'écriture inclusive, là, j'attends ça avec gourmandise. Comment on va arriver à résoudre ce problème? Moi, je l'emploie, j'essaie d'inventer des mots. Tout le monde essaie de faire des choses avec cette histoire d'écriture inclusive et c'est vital parce que quand je lis Tout ceci est fait pour l'homme, pour les hommes, pas pour les voitures, c'était une pub sur, je sais pas quoi, Instagram. Je me dis, ah bah oui, bah c'est pas pour moi, c'est pour les hommes. Vous voyez, il y a de plus en plus le sentiment que le binarisme de genre est tellement fort dans notre pays avec cette langue hyper genrée qu'est le français, que du coup, il est important de réintégrer les femmes. Quand vous dites, bon, je vous ai déjà donné l'exemple des 10 000 filles et un moustique, virgule, il, c'est aberrant, on est bien d'accord. Et je vous ai également parlé de ces problèmes-là. Alors, je ne sais pas si je vous ai cité Spivak à propos de ce mythe du grand homme, parce que finalement, Spivak, qui est une philosophe indienne, s'interroge sur le pourquoi des mâles blancs morts en France. Enfin, pourquoi il y a cette espèce de mythe du mec, pourquoi on veut toujours un homme fort, pourquoi c'est un homme, pourquoi cette bêtise-là. Et elle pense, alors elle réfléchit naturellement et elle pense qu'il y a une espèce de tradition française due notamment à l'histoire. Elle pense à Napoléon, à De Gaulle, enfin à toutes ces figures qui finalement se glissent dans un moule, dans un poncif. Et du coup, c'est très facile, après, une fois qu'on s'est glissé dans le poncif, de faire le génie, de faire le grand homme. On a déjà, disons, tout le costume tout prêt, toute la tradition derrière qui vient étayer ce préjugé. Donc, c'est pour ça, quand on parle des readers, enfin, des bêta-lecteurs, disons, qui vont être capables d'améliorer les fictions en visant les poncifs les plus bêtes et éculés, qui se remettent un peu comme si vous remettiez un vieux costume sale, vous voyez, plein de moisis, trouvé dans un vieux théâtre, bouffé au mythe. Enfin, vous voyez, on remet toujours le même espèce de costume et ça fait ces mecs un peu surannés. Voilà, donc c'est cette ambiance-là contre laquelle il faut lutter. Vous voyez, là, clairement, il est question de lutter contre tout ça. Alors, les crowdfunding, SFFF, donc science-fiction fantastique, etc. Après les livres, on en a parlé, et de ces autrices talentueuses qui renouvellent fortement l'ASF et la fantaisie. Effectivement, c'est assez frappant de voir que les Imaginales, c'est un festival très féminin au sens où les autrices sont particulièrement mises en valeur. Et alors, ça ne semble pas sa photo, où à part Stéphanie Nico elle-même et Anne Besson, plus Le Maire et Caroline Georges, vous avez une majorité d'hommes. Mais malgré tout, il y a, disons, il ne s'agit pas d'un équilibre homme-femme, c'est pas ça, on n'est pas en train de rechercher la parité à tout craint. Il s'agit plutôt de réintégrer, disons, la dimension féminine au sens où oui, féministe peut-être plutôt, mais disons au sens où il est question quand même de façon très claire d'évacuer le masculinisme. C'est-à-dire, une femme peut tout à fait être masculiniste, hein, c'est pas lié à la personne. Simplement, dans cette société, on étiquette les gens, on leur met une trademark, hein, comme dit la philosophe américaine du Nord, Donna Haraway, donc on leur met une estampille de qualité qui est homme ou femme, mais c'est jamais que des assignations. Donc vous êtes assigné homme ou assigné femme, et comme vous baignez dans un monde où la supériorité masculine est considérée comme la donnée de base, il est difficile de changer la donne et il n'y a que certaines littératures qui s'y emploient, qui a pris conscience du problème et qui veut lutter là contre, et qui engage dans ce combat aussi bien les assignés hommes que les assignés femmes, puisque ça n'a pas de sens. Il y a des femmes sexistes et il y a des hommes féministes. Donc,
on ne saurait attribuer comme ça à une... Ce serait de l'essentialisme pur et dur, hein, de dire un homme est forcément non féministe, c'est débile, c'est absolument idiot, puisque par définition, ça voudrait dire qu'il a une essence d'homme. Or, ce n'est pas une essence, c'est un costume, comme bon, toujours ma métaphore du vieux costume du théâtre montancier, accroché dans une loge pourrie avec des mythes et des souris. Enfin bon, voilà, donc il faut dépoussiérer tout ça, et c'est l'espoir des festivals, l'espoir qu'ils reprennent en 2021, si toutefois on arrive à se sortir de la gestion absolument calamiteuse de cette maladie du Covid-19 qu'on craint pas tant en tant que maladie, mais en tant que parce qu'on ne sera pas soigné. Et je pense que ça, c'est absolument horrible quand on y pense, de se dire, les gens ont peur parce qu'ils se disent, si je suis malade, je ne serai pas soigné. Forcément, il n'y a plus d'hôpitaux. Enfin, je veux dire, ils ont tout fermé, les lits depuis 15 ans. Quand on dit un lit, c'est un lit, ça veut dire lit, médecin et puis tout le personnel. C'est des soignantes autour du lit. Ce n'est pas seulement le lit lui-même, hein, ce n'est pas l'objet lit dans une chambre, hein, c'est bien évidemment les soignantes qui sont autour et dont il aurait fallu doubler le salaire, ce qui n'a pas été fait, puisqu'ils ont préféré continuer à mettre autour du ventre d'une espèce de mec, le père, quoi. Papa a des actions autour du ventre, hein, c'est-à-dire le mal du monde, les spéculateurs, les actionnaires, pour lesquels tout est fait dans le capitalisme, ce qui fait que les gens ont peur parce qu'ils ne seront pas soignés, parce qu'ils mourront à faute de soins. Et c'est ça le vrai problème. C'est pas tant le virus, etc., du moins en France, hein, clairement. Clairement, la France n'a plus les moyens de soigner les gens en cas d'épidémie, car le choix qui a été fait est de nourrir et engraisser des spéculateurs abominables. Donc, la culture a été complètement sacrifiée, bien évidemment. Vous avez vu, fermeture des théâtres, fermeture de tout ce qui fait. Qu'est-ce qu'elle énumère là? Elle dit les théâtres, les concerts, le cinéma, les musées, mais également les bars, les restaurants et les dîners. Donc, tout cela éliminé. Un couvre-feu qui va finir par commencer à 15 heures, histoire de ne pas indemniser les gens, parce que ça leur coûte trop cher aux actionnaires de payer tous ces confinements. Alors, ils préfèrent le couvre-feu. Et donc, voilà où on en est. Donc, figure d'espoir pour la littérature de l'imaginaire. J'ai oublié de citer le festival de Nice Fiction organisé par Sybille Marchetto à Nice, qui aussi est un grand rendez-vous de l'imaginaire, centré sur le livre en partie, mais également sur les jeux de rôle et autres pratiques. Donc là encore, variété des pratiques, chaîne entre les pratiques, c'est-à-dire le livre ne se retrouve pas tout seul sur un piédestal comme au Salon du Livre, mais il est lié, disons, à d'autres pratiques, y compris des pratiques internautiques, hein, puisque les livres peuvent être numériques, numérisés. La fiction devient une notion centrale. Et je vous avais invité au début à réfléchir sur ça, hein, sur la notion de fiction par rapport à la notion de littérature. Et peut-être on pourrait, en conclusion de ce petit cours, reprendre cette idée-là. C'est-à-dire que la littérature, c'est le salon du livre, c'est moi Tarzan, toi Jeanne, c'est l'auteur et sa fan, et chacun dans sa case. Donc ça, c'est la littérature au sens extrêmement valorisé, la littérature. Alors que la fiction, ça serait plutôt du domaine de l'imaginaire où tous ces gens organisent des festivals et des rencontres et partagent une pratique de la littérature très, très importante. Merci.